Donc bonjour à tous, donc, je suis Malcy Tarin, je suis ingénieure dans l'équipe Mélanomuval au département de recherche translationnelle à Curie. Et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment sont testés les nouveaux médicaments dans un laboratoire de recherche. Donc comme vous le savez tous, avant sa mise sur le marché, un médicament il va nécessiter différents types d'étapes pour son développement. Et donc au laboratoire de recherche, il y a deux types d'étapes principales, donc qui vont être dans un premier temps les tests in vitro, donc comme vous savez sur cellules, et ensuite on va passer à une seconde étape qui va se faire in vivo, donc chez l'animal et principalement chez la souris. Donc c'est les deux étapes dans lesquelles je vais vous parler aujourd'hui, et donc je vais commencer par vous parler des tests in vitro sur la cellule. Donc les modèles d'études pour les études in vitro vont pouvoir avoir différents types d'origine. Donc on va pouvoir, comme vous le savez, avoir un prélèvement d'un échantillon au niveau de la tumeur primaire, donc au niveau de l'œil, mais le chirurgien peut également faire un prélèvement au niveau du foie, c'est-à-dire au niveau des métastases hépatiques. Donc quand on reçoit ce type d'échantillon, on va d'abord passer par une étape d'isolement des cellules tumorales. Donc en effet, l'échantillon va présenter donc des cellules tumorales, donc des cellules cancéreuses qui ont un fonctionnement pathologique, mais aussi on va pouvoir avoir la présence de cellules saines, donc qui ont un fonctionnement physiologique. Donc cette étape d'isolement est indispensable parce que le but d'un traitement, c'est de cibler spécifiquement les cellules tumorales, donc les cellules cancéreuses, et de ne pas impacter le reste de l'organisme. Donc après isolement de ces cellules tumorales donc, ou cancéreuses, on va les mettre en culture au laboratoire et on va parler de l'établissement d'une lignée cellulaire. Donc il faut savoir que ces lignées cellulaires, elles vont avoir des caractéristiques qui vont être très variables et différentes suivant leur origine, donc suivant le type de prélèvement par exemple. Donc ici, on peut voir deux images qui ont été obtenues au microscope. Donc, ce sont deux lignées de mélanomuval. Donc, par exemple, quand je vous parle de différentes caractéristiques, on voit que ces deux types de lignées vont avoir une morphologie qui vont être très variables. Donc, aujourd'hui, nous, à l'Institut Curie, on va avoir un large panel de lignées de mélanomuval, donc de lignées cellulaires. Et donc, on va pouvoir tester nos différentes molécules sur ce large panel de lignées cellulaires. Et ça va nous permettre d'augmenter la fiabilité de nos résultats. Parce que comme je vous l'ai dit, des lignées cellulaires, elles peuvent être très variables entre elles. Donc une molécule, elle peut être très efficace sur un type de lignée cellulaire, mais avoir un moindre effet sur un autre type de lignée cellulaire. Donc comme je vous l'ai dit, le but d'un traitement, ça va être de cibler spécifiquement une cellule cancéreuse et de ne pas impacter le reste de l'organisme. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir caractériser une cellule normale et une cellule cancéreuse. Et donc qu'est-ce qui va les caractériser de manière différente ? Donc ici à gauche, pour une cellule normale, donc elle va avoir une morphologie classique, un développement et une pousse qui va être contrôlée, et son développement, sa croissance va rester localisée au niveau d'un type d'organe, donc au niveau d'un endroit dans l'organisme. Donc à l'inverse, pour une cellule cancéreuse, donc ici à droite, elle va subir donc de manière générale différents types de mutations qui vont être à l'origine d'altérations métaboliques dans la cellule. Et donc ça va venir déréguler un grand nombre de mécanismes. Donc une cellule cancéreuse va avoir une morphologie qui va être atypique, elle va avoir une croissance donc, qui va être complètement non contrôlée, et elle va également acquérir la capacité à migrer dans d'autres types d'organes, donc dans différents types de localisations, c'est-à-dire qu'elle va acquérir la capacité à métastaser. Et donc la caractérisation et l'étude de ces altérations, ça va nous permettre, nous, au laboratoire, de choisir et de sélectionner une potentielle cible thérapeutique spécifique de ces cellules cancéreuses. Donc comme je vous l'ai dit, les différents types de mutations, ça va être à l'origine d'une dérégulation de voies métaboliques donc, qui se passe dans la cellule. Donc qu'est-ce qu'une voie métabolique ? Donc une voie métabolique, c'est une cascade d'événements qui a lieu dans la cellule. Donc de manière simplifiée ici sur ce schéma, donc cette cascade métabolique et donc d'événements cellulaires va prendre en compte et va impacter différentes protéines de signalisation intracellulaire qui vont donc fonctionner en cascade. Donc cette cascade de protéines va permettre le contrôle de différents types de paramètres. Donc par exemple, ça va pouvoir impacter le métabolisme de la cellule, l'expression des différents gènes, ou alors aussi, comme je vous l'ai dit, la morphologie ou la capacité migratoire de la cellule. Donc dans une cellule qui va être normale, donc qui a un fonctionnement physiologique, cette cascade va permettre la régulation de ces différents types de paramètres. Mais à l'inverse, quand on aura différents types de mutations, cette cascade va être dérégulée, donc ces protéines ne vont pas fonctionner de manière normale, et le développement de la cellule va devenir oncogénique, et donc on aura la formation d'une cellule cancéreuse.
Et donc nous, au laboratoire, ces différents types de protéines dont le fonctionnement va être dérégulé, ça va représenter des potentielles cibles thérapeutiques qui vont être à cibler par de potentielles molécules médicaments. Donc, dans le cadre du mélanome uvéal, il y a différents types de mutations qui vont venir donc déréguler de multiples voies de signalisation. Donc comme vous pouvez le voir ici dans ce schéma, qui représente les différentes voies dérégulées dans le mélanome uvéal, on va avoir un grand nombre de protéines qui vont être impactées par ces altérations métaboliques. Donc on va pouvoir venir cibler ces différents éléments, donc des différentes cascades, par différents types de molécules. Donc par exemple, si on utilise donc la molécule A, donc qui est un inhibiteur de la protéine GNAQ, donc cette protéine se trouve en haut de la cascade de signalisation. Donc là, si on inhibe ce type de protéine, on va avoir un effet qui va être très important dans la cellule, parce qu'il y a de nombreuses voies métaboliques qui vont être impactées. Donc l'avantage d'une molécule, c'est qu'on aura un effet qui va être très fort sur la cellule, mais par contre, on a un risque de toxicité qui va être beaucoup plus important, vu que son effet n'est pas très spécifique d'une voie. Donc c'est pour cela qu'on peut aussi utiliser d'autres types de molécules qui vont être plus spécifiques, donc d'une voie de signalisation, et qui vont être plus bas dans la cascade, donc ils auront un effet moins important. Donc par exemple, on peut utiliser la molécule B, donc qui va cibler la protéine PKC. Et donc si on utilise cette molécule, on va pouvoir par exemple cibler seulement cette voie de signalisation et ne pas impacter le reste du fonctionnement de la cellule. Et de la même manière, on peut utiliser un autre type de molécule, donc la molécule C, qui va cibler la protéine FAC pour cibler un autre type de voie de signalisation. Et donc, il est important de noter aussi qu'on va pouvoir combiner donc, l'effet de plusieurs molécules en même temps. Donc, par exemple, ici, on peut combiner pour un traitement les molécules B et C afin d'avoir un effet plus important et plus fort sur la cellule en ciblant deux voies de signalisation en même temps. Et donc, l'étude de toutes ces voies de signalisation et l'étude de potentielles molécules, ça va nous permettre de sélectionner une molécule qui aura un intérêt thérapeutique important pour le mélanome uvéal et donc pour cibler les cellules cancéreuses. Donc si on reprend un petit peu les étapes pour les études in vitro, donc comme je vous l'ai expliqué, dans un premier temps, ça va être une étape d'identification. Donc on va sélectionner la molécule d'intérêt thérapeutique pour cibler les voies de signalisation qui sont altérées dans la cellule du mélanome uvéal. Et donc la seconde étape qui va suivre, ça va être l'étape de test. Donc on va tester cette molécule sur nos lignées tumorales au laboratoire. Donc la première étape, ça va consister à tester l'effet de la molécule seule. Et ensuite, on va passer à une deuxième étape qui va permettre de combiner donc, l'effet de deux molécules entre elles. Donc, comme je l'ai dit, pour cibler deux voies de signalisation, par exemple. Ou alors, on peut imaginer combiner l'effet d'une molécule avec un traitement de chimiothérapie. On peut supposer, par exemple, qu'une chimiothérapie va être plus efficace si le patient est traité avec une molécule en même temps. Et donc, le principal objectif d'un traitement, ça va être de tuer les cellules cancéreuses, les cellules tumorales. Et donc le premier test qui va être fait, ça va être d'étudier l'impact de la molécule sur sa capacité à induire la mort de la cellule. Et donc on va parler de test de viabilité cellulaire. Donc comme je vous l'ai dit, la première étape, ça va être d'étudier l'effet d'une molécule donc seule. Donc pour cela, ça se passe comme ça au laboratoire. On va utiliser une plaque. Donc dans cette plaque, on va mettre nos lignées cellulaires dans tous les puits. Et on va pouvoir ajouter donc, la molécule qu'on veut tester des doses la moins importante à la plus importante. Donc on va utiliser des doses croissantes de molécules. Et on va pouvoir observer le pourcentage de mortalité pour chacune des conditions grâce à un test colorimétrique. Donc quand on réalise ce type d'expérience au laboratoire, on va avoir des graphiques qui vont être de ce type-là. Donc en fait, on va observer le pourcentage de viabilité cellulaire en fonction de la dose de la molécule qu'on a ajoutée dans chacune des conditions. Donc au départ, on va avoir une dose de molécule qui va être nulle ou très faible. Donc on aura 100% des cellules qui vont être vivantes. Et à la fin, quand on aura des doses très importantes de molécules, on va avoir 100% de mortalité des cellules. Et donc pour comparer l'efficacité de différentes molécules entre elles, on va s'intéresser à un paramètre donc qui est l'IC50. Donc en fait, l'IC50, ça va représenter la dose de molécules qui va induire 50% de mortalité des cellules. Donc si on observe ce 50% de mortalité des cellules dans ce graphique, on voit qu'on a 50% de mortalité des cellules pour une dose de 10 micromolaires à peu près avec cette molécule A. Et si on vient réaliser le même type d'expérience pour un second type de molécule, donc la molécule B, on voit qu'on a 50% de mortalité des cellules qui est obtenue à une dose de 1 micromolaire.
Donc au laboratoire, on va pouvoir dire que la molécule B, elle va sembler plus efficace par rapport à la molécule A, parce qu'en effet, comme vous pouvez le voir, la molécule B, elle va induire 50% de mortalité des cellules pour une dose beaucoup plus faible, donc moins forte, 1, par rapport à la molécule A, qui induit 50% de mortalité pour une dose plus forte, donc de 10. Donc suite au test des molécules donc seules, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir aussi les utiliser en combinaison. Donc là, on va réaliser un autre type d'expérience qui se base sur le même principe, sauf que cette fois-ci, on va déposer nos deux types de molécules, donc A et B, mais en matrice. Donc on va avoir la molécule A de la moins à la plus concentrée ici, et la molécule B de la même manière, de la moins à la plus concentrée. Et donc avec ce type de matrice, on va pouvoir calculer un score de synergie qui est déterminé par un algorithme qui a été prédéfini. Donc il faut savoir que deux molécules, elles peuvent avoir un effet donc synergique, un effet additif ou un effet antagoniste. Donc pour vous expliquer un peu ces trois paramètres, un effet synergique, c'est un effet qui va être supérieur à l'effet cumulé des deux molécules. Donc par exemple, pour faire simple, si une molécule A et une molécule B ont chacune un effet de 1, un effet synergique, ça va correspondre à un effet supérieur à 2, donc 3 par exemple. Un effet additif, donc c'est vraiment la somme des deux effets, donc ces molécules A et molécules B, on va avoir un effet de 2, ça correspond simplement à l'effet cumulé des deux molécules utilisées seules. Et on peut aussi avoir dans certains cas un effet qui va être antagoniste, c'est-à-dire que la somme des deux molécules va avoir un effet moins important. Par exemple, on peut supposer que la molécule A va venir bloquer l'effet de la molécule B. Donc au laboratoire, on a testé, donc c'est le type de résultat qu'on peut obtenir dans un laboratoire de recherche. Donc on a testé un très très grand nombre de composés sur notre panel de lignées cellulaires. Et donc on va pouvoir classer ces combinaisons suivant le score de synergie qui a été obtenu. Et donc on va pouvoir classer ces combinaisons de la plus forte, donc de la plus synergique à la moins synergique en fonction de ce score de synergie. Et ça nous permet donc de sélectionner les combinaisons qui ont un plus fort effet au niveau de la viabilité cellulaire des cellules de mélanome uvéale. Donc une fois qu'on a sélectionné donc soit les molécules seules ou les combinaisons les plus intéressantes, on va dans un dernier temps étudier leur mécanisme d'action. Donc l'étude de ces mécanismes, ça va nous permettre de déterminer donc l'efficacité, donc savoir pourquoi une molécule est plus efficace qu'une autre sur les cellules, pourquoi une molécule va présenter une plus forte toxicité qu'une autre, et pourquoi par exemple deux molécules elles vont mieux agir ensemble que deux autres. Pardon. Donc pour conclure concernant ces tests in vitro donc faits sur la cellule, donc ça présente de nombreux avantages. Dans un premier temps, c'est des tests qui sont très simples, ça va être très rapide et ça va nous permettre de faire une étude mécanistique donc au niveau de la cellule qui vont être très poussées. Par contre, on aura aussi certains inconvénients, c'est parce que comme je vous l'ai dit, on va isoler les cellules, donc ça veut dire qu'on va travailler sur un modèle qui ne va pas représenter l'hétérogénéité tumorale, et on va également travailler sur un système non intégré, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir vérifier la toxicité de notre molécule sur les cellules qui sont non tumorales et sur le reste de l'organisme. Donc c'est pour ça qu'ensuite, après avoir validé nos molécules in vitro, on va passer donc en des tests in vivo, donc chez l'animal, qui vont nous permettre de tester leurs effets sur des modèles intégrés. Donc comme pour les études in vitro, in vivo, on va pouvoir utiliser différents types de méthodes. Donc la méthode de référence sont les modèles PDX. Donc les modèles PDX, ça représente des xénogreffes qui vont être dérivés de patients. Donc en fait, on va prendre un échantillon tumoral humain qu'on va venir directement greffer dans une souris qui va être immunodéprimée. Donc c'est important que la souris soit immunodéprimée, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas de système immunitaire pour qu'elle accepte la greffe de tissu humain. Donc après cette greffe, on va venir récolter donc les greffes qui ont poussé chez la souris et on va venir les réinjecter dans un nouveau cycle d'hôtes, donc dans un nouveau cycle de souris. Et une fois qu'on aura assez de souris obtenues, donc greffées avec cet échantillon tumoral humain, on va pouvoir venir tester nos molécules sur ces souris qui présentent la greffe humaine. Et donc à noter que la greffe humaine elle va être réalisée au niveau sous-cutané, donc sous la peau, dans la souris, ce qui nous permet d'étudier le volume tumoral de manière assez facile. Donc vu qu'on peut mesurer le volume tumoral chez la souris suite à la greffe, on va pouvoir obtenir ce type de résultat. Donc en fait, on va observer le volume tumoral en fonction des jours de traitement, donc pour nos différents groupes et nos différents types de souris.
Donc ici en noir, on va pouvoir observer la croissance tumorale pour les animaux qui ne vont pas être traités, donc avec aucune molécule médicament. En vert, on a les effets, l'évolution du volume tumoral pour un groupe d'animaux qui est traité avec une molécule A. Et de la même manière, en orange, c'est les animaux traités avec une molécule B. Donc déjà, seul, on peut voir que la molécule B va avoir plus d'effet sur la croissance tumorale au cours du temps que la molécule A. Et de la même manière, donc comme je vous l'ai expliqué, on va pouvoir aussi in vivo combiner l'effet des molécules. Et donc si on utilise les molécules A avec la molécule B, on va encore de manière plus importante inhiber la croissance tumorale. Donc ce modèle in vivo en utilisant les PDX, donc les xénogreffes de patients, l'avantage c'est qu'on va travailler sur l'effet directement sur des échantillons issus de patients qui ont été greffés chez la souris. Donc l'hétérogénéité tumorale, cette fois-ci, elle va bien être représentée. On ne travaille pas sur une cellule isolée. On va également tester la molécule sur un système intégré, donc qui est la souris. Donc on va pouvoir savoir si la molécule va être toxique ou pas chez l'animal. Et on va pouvoir également étudier sa pharmacocinétique. Par contre, ce modèle de PDX a également quelques inconvénients. Donc comme je vous le disais, la greffe elle peut seulement être réalisée au niveau sous-cutané. Donc on ne va pas pouvoir greffer l'échantillon, par exemple, au niveau de l'œil, par exemple pour le myélome uvéal, ou directement au niveau du foie. Donc la greffe va rester seulement au niveau sous-cutané. C'est aussi un modèle qui est long à être mis en place, parce que des fois, il arrive que la greffe ne va pas pousser chez la souris, et il faut aussi attendre assez longtemps avant d'avoir un nombre d'animaux suffisant greffés avec la tumeur du patient. L'autre inconvénient, c'est qu'on a une absence de système immunitaire chez les souris qui ont été greffées. Donc par exemple, on ne peut pas tester des traitements de type immunothérapie chez ce type d'animaux-là. Et dernier inconvénient, c'est comme vous l'avez vu, on n'a pas de développement de métastases chez l'animal suite à ce type de greffe en sous-cutané. Donc c'est pour cela qu'à l'Institut Curie, on a développé aussi un autre type de modèle pour étudier les molécules in vivo, donc un modèle métastatique. Donc cette fois-ci, on va venir injecter donc, les cellules tumorales. Donc les cellules tumorales qui ont été utilisées, donc c'est nos lignées cellulaires qui ont été utilisées pour les tests in vitro. Donc on va venir injecter les cellules tumorales dans la souris. Donc cette fois-ci, on peut venir injecter les cellules au niveau de l'œil ou au niveau du foie. Enfin, on a de multiples possibilités. On va ensuite attendre le développement donc, de la tumeur chez la souris. On va pouvoir également réaliser une chirurgie de cette tumeur si nécessaire et on va pouvoir observer si on a une croissance des métastases et principalement, ce qui nous intéresse, des croissances des métastases au niveau hépatique. Donc ce système et ce modèle, ça va nous permettre d'une part de tester une molécule, donc un futur traitement au niveau de l'effet sur la tumeur, donc primaire, c'est-à-dire au niveau du site d'injection, et également tester le traitement au niveau des métastases. Donc ici, dans ce type d'expérience, on voit l'apparition des métastases seulement à la fin de l'expérience. Donc en fait, on doit faire le sacrifice de l'animal pour voir si on a une métastase hépatique ou non. Donc c'est pour ça qu'on a développé un autre modèle. Donc c'est un modèle qui va être luminescent. Donc cette fois-ci, on va pouvoir observer la dissémination des métastases donc chez l'animal vivant grâce à un système d'imagerie. Et donc voici le type de résultat qu'on peut obtenir avec ce modèle. Donc on va pouvoir observer les cellules donc, qui sont luminescentes chez l'animal vivant. Et donc ça représente les cellules donc, au niveau du site d'injection et où on va pouvoir comparer l'évolution, donc la croissance de la tumeur primaire au niveau du site d'injection au cours du temps. Donc on peut le voir ici, on observe bien la pousse de la tumeur. Et on peut également observer la dissémination des métastases, qui est très important donc chez l'animal vivant. Donc ici, on peut observer que les cellules commencent à disséminer à d'autres endroits de la souris et non pas au niveau du site d'injection. Donc ici, ça représente une expérience qui a été faite avec une lignée de mélanome uvéal. Et on voit que les métastases apparaissent 100 jours à peu près après injection. Donc ça correspond à peu près à 3 mois. Donc c'est un modèle qui est quand même long à mettre en place. Et donc ce modèle, ça nous permet d'une part de suivre l'évolution de la tumeur et d'autre part la métastase chez un animal vivant. Donc ce modèle métastatique présente des avantages. Donc comme le principal avantage, c'est que ça permet de suivre le développement des métastases chez l'animal vivant. C'est également un système qui va être intégré donc chez la souris. Et donc de la même manière que pour les PDX, on peut étudier la toxicité ou la pharmacocinétique de la molécule. Mais ce modèle a aussi des inconvénients. Donc cette fois-ci, comparé au PDX, l'hétérogénéité tumorale ne va pas être représentée parce qu'on doit passer par une étape vitro, comme je vous l'ai dit, donc une étape qui a nécessité la sélection d'un type de cellule tumorale.
Et c'est un modèle qui est également long à évaluer parce qu'on observe des métastases environ 3 mois après injection des cellules au niveau de la souris. Donc en conclusion, et pour vous donner un ordre d'idée du timing des différentes étapes, donc c'est vraiment pour quelque chose pour avoir une idée. Donc les tests in vitro et in vivo au laboratoire, c'est des tests qui vont être assez longs afin de sélectionner, de tester, de valider l'effet d'une molécule. On va à peu près compter de 3 à 6 ans pour valider ces différents types d'étapes au laboratoire. Suite à la validation donc, d'une combinaison de molécules ou d'une molécule, on va passer en études réglementaires. On va évaluer donc la toxicité, la pharmacocinétique, et on va aussi étudier le mode d'administration qui va être le plus efficace et le plus adapté au traitement chez le patient. Donc c'est des étapes qui vont durer de 1 à 2 ans. Ensuite, on va pouvoir passer en essais cliniques, donc qui ont une durée également très variable, en général de 3 à 4 ans, je pense. Voilà. Et ensuite, on aura l'étape donc, de mise sur le marché pour que le traitement et la molécule qui a été sélectionnée à la base soient disponibles. Voilà, merci beaucoup. Bon, j'espère avoir été claire. Merci Malcy. Donc vous avez compris les échantillons de tumeurs. Alors parmi les différents consentements, parce qu'on peut parler des consentements, parmi les différents consentements qu'on a pu vous proposer ou qu'on vous proposera peut-être un jour, il y a un consentement très générique que vous avez au tout début quand vous arrivez à l'Institut Curie, qui est en gros que l'on puisse utiliser bien les données, c'est-à-dire votre suivi, votre dossier médical pour faire de la recherche. Et donc ça, l'immense majorité des patients signent ce consentement. Effectivement, ça n'implique pas grand-chose de votre côté et tout est absolument anonymisé. Malcy n'a aucune idée de qui sont les patients qui ont donné les échantillons. Et il y a d'autres consentements, des consentements par contre pour avoir des prélèvements supplémentaires, comme a pu exploiter Francesca, des consentements génétiques qui nous permettent, quand on a un échantillon, de pouvoir explorer la génétique du cancer, pas forcément directement pour avoir des conséquences pour vous, pour savoir si c'était héréditaire ou pas, mais pour nous, pour pouvoir bien analyser le cancer, on a besoin d'explorer la génétique et donc d'avoir votre consentement pour cela. En précisant d'ailleurs que dans ces consentements-là, il y a maintenant toujours une case qui nous dit est-ce que vous souhaitez en tant que patient qu'on vous tienne au courant si jamais il y a quelque chose qui pourrait avoir des applications directes pour vous. Et quand je fais signer ce consentement-là, habituellement je recommande quand même très vivement que ça soit coché pour qu'on puisse revenir vers vous. Pour en revenir à nos moutons, effectivement à Curie on a énormément de lignées par rapport aux autres pays dans le monde, aux autres équipes de recherche dans le monde, qu'on partage tout à fait volontairement, sans aucun problème. Si les autres équipes dans le monde veulent faire de la recherche sur cette pathologie, c'est notre rôle de partager avec eux. On a même des organismes mondiaux, internationaux, qui collectent eux-mêmes les lignées venant du monde entier pour avoir tout sur place et pouvoir servir de distributeur plus facile pour la recherche, pour aider à une recherche plus rapide. En sachant qu'il y a en lignée, donc sur des boîtes de pétri, il y en a une douzaine, un truc comme ça, 12, 14. Donc on vous rendez compte que ce n'est pas forcément beaucoup par rapport à l'immensité des patients qu'on traite à l'Institut Curie. Sur les souris, on en a plutôt plusieurs dizaines, ce qui est très important, parce que comme tu le disais, il y a une hétérogénéité aussi entre les patients. Donc plus on a de modèles différents, plus on a de chances de pouvoir détecter des médicaments intéressants pour vous. Et donc ça, c'est tout ça qui peut aider pour la recherche. Il n'y a pas encore de questions, c'est ça? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais peut-être poser moi une question pour Sergio. Comme ça, on fait intervenir tout le monde. Là, la question, c'est comment on finance tout ça? Est-ce que c'est Curie qui se dit, tiens, je vais tester une molécule et donc sur nos deniers propres, on va se lancer dans de la recherche là-dessus avec des molécules qu'on invente au quotidien? Ou est-ce qu'au contraire, c'est l'industrie pharmaceutique qui a tous ces molécules-là? Est-ce que c'est elle qui nous contacte ou est-ce que c'est nous qui les contactons? Qui paye finalement pour tous ces travaux-là? Comment ça se passe en pratique? C'est-à-dire, moi je serais patient à votre place, je dirais, pourquoi est-ce que vous ne prenez pas toutes vos souris, les 40 souris que vous avez, et vous prenez les 1000 molécules qui existent, qui ont été approuvées au niveau mondial pour les traitements des autres maladies, et vous testez chez tout le monde et vous voyez ce qui se passe? Comment ça se fait que ça n'avance pas plus vite? Pourquoi qui paye? Tu n'as pas posé une question, tu as posé plusieurs, mais je vais démarrer pour celle pour laquelle tu as commencé. Comment on paye tout cela? En fait, bon, déjà, on participe à demander de l'argent purement académique.
via des grants qui sont soit français, soit européens, soit même plus loin, dans laquelle ça nous a permis, notamment par exemple, on a eu un projet européen qui a duré 5 ans, grâce auquel on a doublé pratiquement le nombre de modèles souris de l'Institut, ainsi que quelques lignées cellulaires. Donc, c'est purement académique. Le problème, c'est que maintenir ces modèles coûte très cher. Et là, autant quand on travaille avec le monde académique, nous, on donne les modèles, on travaille avec ces modèles, mais on ne fait pas payer quoi que ce soit, bien évidemment. Par contre, pour maintenir les modèles, on a trouvé un modèle économique, si j'ose dire, qui consiste à chaque fois qu'on travaille avec le monde industriel, qui donc est intéressé à tester une molécule dans nos modèles, on fait payer non seulement les expériences, mais en plus, ils payent la maintenance des modèles. Ce qui veut dire que le monde académique profite de nos collaborations industrielles pour avoir accès à ces modèles qui sont maintenus sur souris sans congélation de ces modèles parce qu'on risque de les perdre. Donc je pense que c'est quelque chose d'important. Maintenant, parfois, c'est nous qui allons chercher une boîte parce qu'on considère qu'ils ont une molécule qui nous intéresse, et donc c'est nous qui allons la chercher. Évidemment, c'est un type de collaboration qui nous plaît beaucoup parce qu'on apprend par la biologie qu'il y a une protéine intéressante qu'on n'avait jamais testée, mais on n'a pas l'inhibiteur, tandis qu'on identifie une boîte pharmaceutique ou une biotech qui a un inhibiteur et on a envie de les tester. Donc on les contacte et on travaille avec eux. Le contraire étant aussi vrai. Parfois, c'est l'industriel qui a une molécule qui considère que peut-être peut marcher dans les mélanomes uvéales, qui n'ont pas les modèles qu'il faut et ils viennent nous voir. Et je pense que la cerise sur les gâteaux quand on travaille avec le monde industriel, c'est que quand on voit qu'une molécule marche bien, qu'on est content, que ça marche in vitro, que ça marche in vivo, on est en contact avec eux et en général, pas toujours malheureusement, mais en général, les essais cliniques démarrent à l'Institut Curie, vu le nombre de patients que l'on peut traiter et vu la qualité des soins et des essais cliniques qui est fait à l'Institut Curie. C'est vrai que ça c'est important, effectivement. C'est aussi grâce à ces échantillons-là qu'on a récupérés, pour lesquels on fait des modèles, qu'on est plus visible auprès des industriels et que derrière, on peut essayer d'avoir plus de chances d'avoir un essai clinique. En sachant qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur les industriels. Ils sont là pour vendre leurs médicaments et pour faire de l'argent. Mais c'est ce que vous dit Sergio, c'est que justement, on en profite aussi, comme ça, dans les contrats qu'on peut avoir avec eux, on récupère de l'argent pour faire tourner les questions académiques et les questions biologiques qu'on peut se poser nous, et ça aide à financer la recherche aussi pour nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce qu'on fait de ces échantillons et sur comment on peut faire de la recherche ? Très concrètement, le budget de la recherche spécifiquement sur le mélanome uvéal. Très concrètement, combien ça représente la recherche sur le mélanome uvéal à Curie ? Alors, qui va vouloir répondre à cette question ? Alors, je peux faire un préambule déjà à cette réponse. C'est que c'est extrêmement compliqué pour répondre à ça parce qu'il n'y a pas que acheter un produit pour une manipulation, pour une manip, ou une personne qu'on paye pour la recherche sur le mélanome uvéal. Il y a toute la structure dont on profite parce qu'il y a la structure ensemble hospitalier de l'Institut Curie, le centre de recherche, par exemple la plateforme de séquençage qui permet de faire le séquençage de toutes les tumeurs que l'on séquence, est financée par d'autres fonds et on en profite largement. Donc il y a toute cette structure-là qu'on facture nous aussi, on rajoute un pourcentage de 5 à 20 voire 50% en plus du contrat pour payer toute cette structure-là. Et plus directement, il y a de nombreuses équipes de recherche à l'Institut Curie. Il y en a 4 ou 5 majeures, en gros, pour le mélanome uvéal. Et ces équipes-là ne font pas que de la recherche en mélanome uvéal. Donc nous, par exemple, on va faire de la gynéco aussi avec Marc-Henri. Donc les personnes qui font du mélanome peuvent faire aussi de la gynéco. En termes de budget, maintenant, alors, par exemple, donnons-nous des exemples. Serge, tu as une estimation, tu as un chiffre ? Tu dirais combien ? Quelques millions. Oui, c'est ça. Au total, je pense que c'est quelques millions par an pour la recherche en mélanome uvéal, si on prend en compte toute la structure. Ça donne un ordre de grandeur, mais il n'empêche, par contre, le don de 10 000 € est extrêmement important quand même. Ce que je disais en privé à Mme Delis en amont, par échange de mails, d'une part, les chercheurs sont très touchés de savoir qu'il y a des patients qui donnent,
pour ça. Donc ça motive les chercheurs, ça c'est un point très important humain. Mais aussi, quand on va solliciter des financements, en particulier des gros financements européens, voire américains, parce que maintenant on se lance à essayer de récupérer des financements américains alors qu'on est français, on est peut-être très naïf, mais on tente, de dire qu'on a eu du soutien d'associations de patients qui nous ont fait confiance, ça nous aide à décrocher des financements à l'étranger aussi. Ça, c'est un point important. J'ai 2 micros, moi. Donc. Pour aller sur les 10 000 euros, ça semblerait très peu par rapport à quelques millions, mais il faut savoir quand même que quand on demande un financement à l'ARC, à l'ANCA ou au département de défense américain, c'est très difficile de vendre que l'on va caractériser un modèle. Ça, personne ne le paye. Or, pour nous, c'est essentiel. Donc, ces 10 000 euros qui vont permettre de caractériser quelques modèles, on n'aurait pas obtenu cet argent ailleurs. C'est là l'importance des... On peut penser que les sommes ne sont pas importantes, pour nous, sont très importantes parce qu'on n'a pas cet argent via d'autres appels à projets. Oui. Alors, peut-être. Une question très concrète, si on vous donne 1 million d'euros de dons privés par an, et on s'engage sur les 5 prochaines années, ça change quoi concrètement? Si on donne 1 million d'euros par an pendant 5 ans, qu'est-ce que ça change concrètement? En dons privés. En dons privés. À chaud, à brûle pour point, c'est un peu compliqué de discuter. Non, mais est-ce que ça a un vrai effet d'accélération? Ah oui, clairement. La réponse est oui, mais je pense que moi je dirige le département de recherche transactionnelle, c'est des recherches très appliquées. Je suis sûr qu'elles vous intéressent beaucoup. Mais je suis le premier à dire que ce qui est important dans toute maladie cancéreuse, et dans n'importe quelle maladie d'ailleurs, c'est comprendre de façon très fondamentale la maladie. Donc je vais donner la parole à Marc-Henri Stern, parce que c'est la recherche fondamentale qui va amener des solutions, je ne dis pas demain, mais après-demain. Oui, alors là c'est à brûle pour point, mais par exemple ce que Francesca vous avez présenté sur ces néo-antigènes qu'on a pu identifier, ça vient de la recherche vraiment fondamentale sur un processus fondamental de la biologie cellulaire. On était dans quelque chose qui est très abstrait pour un patient qui a l'air très très loin de la maladie et en fait qui nous a donné une piste potentielle pour la recherche thérapeutique. De la même façon avec Manuel a identifié une mutation chez un patient, là encore du séquençage, de la recherche très fondamentale, avec des conséquences maintenant extrêmement concrètes sur la prise en charge des patients, sur le test des patients et sur la conduite thérapeutique. Donc c'est pour ça que nous, notre vision de la recherche, ça peut être assez éloigné avec des lymphocytes, des trucs bizarres qui ont des noms bizarres. Et c'est notre domaine, c'est essayer de comprendre au plus près de la vérité scientifique qu'est-ce qui se passe dans la maladie, et ensuite avoir des raisonnements qui vont conduire à des pratiques innovantes et des espoirs thérapeutiques. Donc c'est pour ça que la recherche c'est une globalité. On travaille à différents niveaux avec des gens qui sont complètement fondamentalistes, qui font des choses que je comprends à peine, et puis au contraire des gens qui sont beaucoup plus dans le concret, comme Malcy qui vous a présenté vraiment on dérive des lignées, on teste des médicaments sur ces lignées. Il y a tout un panel une variation de types de recherche, toutes sont importantes, il y a un continuum et on travaille tous ensemble pour aller, ce qu'on dit c'est du patient au chercheur et du chercheur au patient pour avoir une recherche innovante. Je vais compléter après, vas-y Pascal. Non, mais pour répondre à monsieur, il y a certes la recherche fondamentale, mais on a aussi beaucoup de difficultés à financer la recherche clinique, c'est-à-dire monter des essais cliniques qui sont le plus souvent, qui sont des essais hors molécules, qui peuvent être des essais stratégiques. Par exemple, proposer, alors je vais parler de ce que je fais, proposer un traitement avant une approche chirurgicale de métastatique, ça fait partie des choses auxquelles on réfléchit depuis de nombreuses années et pour lequel la recherche académique ne nous permet pas forcément d'obtenir les financements parce qu'on n'est pas forcément dans la bonne case. Donc la recherche clinique peut aussi être financée par des dons privés.
Enfin, en tout cas, la recherche académique, c'est ça qui est important. C'est le terme académique. Cette question-là me fait penser à un article. Tu peux le garder, ce que je... Il y a eu un article là, tout récent dans Le Monde d'Alain Fischer, que j'ai transmis, je ne sais pas qui l'a lu, mais qui est très bien, parce que c'est exactement la réalité du terrain, de ce qu'on observe depuis de nombreuses années. C'est que les appels à... Alors, les industriels sont, pour beaucoup d'entre eux, dans les collaborations, relativement court-termistes. En gros, ils ont une molécule qu'ils veulent tester, ils nous disent « Vous avez plein de modèles, testons notre molécule. Est-ce que vous avez caractérisé vos modèles ?» Bah non, on ne les a pas caractérisés, mais on veut bien de l'argent pour les caractériser. Ah non, on n'a pas d'argent pour caractériser. Nous, on teste notre drogue. Ou, combien de modèles vous avez? On en a 40. Ah, on en aimerait plus. Bah, aidez-nous à les financer. Non, trop long, ça prend trop de temps. On veut juste tester notre drogue. Les industriels sont quand même souvent court-termistes, avec quelques gros contrats cadres par institution, où là, ils se développent sur 5 ans pour aider à financer de la recherche, mais c'est très très rare. Même en public, les financements, et c'est là-dessus qu'Alain Fischer, je pense, a raison, parce que c'est ce qu'on observe, même en public, maintenant, on ne finance que les projets pour lesquels on est sûr qu'il va y avoir un résultat. C'est-à-dire que maintenant, c'est un biais devenu énorme, c'est que quand on fait une demande de financement, même une demande de financement importante en disant qu'on va rechercher telle chose, est-ce que ce gène prédispose au cancer, il faut, si on veut être sélectionné, il faut montrer qu'on a déjà commencé à faire ce travail et qu'on a déjà des résultats qui nous disent que ça va marcher. Et c'est ces projets-là qui sont financés. En fait, les projets qui sont financés maintenant, c'est les projets qui sont faible risque et court-termistes. On veut que dans les 3 ans, il y ait un résultat et on veut être sûr que ça marche. Et le problème, c'est que oui, il y a des projets comme ça, mais il faut d'abord qu'il y ait eu des projets haut risque, long-termistes en amont. Et ceux-là, c'est de plus en plus dur de les financer. Et Alain Fischer disait ça justement, il disait « ça n'existe plus ». Quand il a commencé sa carrière, ça existait, l'INSERM en particulier couvrait beaucoup ça, mais maintenant il n'y a plus ça. Donc moi, ce serait ce genre de vision-là, c'est-à-dire effectivement le haut risque, ce qui est haut risque et long-termiste, qui peut bénéficier au long terme, pour lequel il ne faut pas attendre un résultat un an plus tard. Donc oui, les financements, c'est les financements venant de l'extérieur, en particulier d'un monde autour du patient, sont des financements importants et rares. On en voit en pédiatrie pas mal en ce moment. Depuis quelques années, ça pousse beaucoup en pédiatrie parce qu'ils ont bien compris que les industriels ne sont pas intéressés par ça, malgré toutes les incitations financières, parce que c'est la seule incitation qui existe pour un industriel. Je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique. Je ne me plains pas des gens, c'est la machine qui est différente. D'autres questions ? Il faudra que je puisse enchaîner après derrière encore un coup sur l'industrie avec mon présentation. Il y a des questions qui sont arrivées entre-temps. La relation entre clinique et recherche systématique au cas par cas, pouvez-vous dire quelques mots sur les derniers résultats d'analyse chimique ? Alors, est-ce que les métastases du mélanome uvéal sont identiques d'un individu à l'autre en termes de matière, donc en termes de biologie, on va dire, et pourquoi est-ce qu'il y a des différences d'évolution entre les patients ? Déjà, elles n'ont pas la même couleur. Elles n'ont pas la même couleur. Ouais. Il y en a des blanches, il y en a des noires. T'as le micro. C'est dommage, j'aurais dû apporter des photos. Chez un patient qui a un mélanome noir, donc pas achrome, je ne sais pas pourquoi, quand on les opère, il y a parfois des patients qui ont des métastases noires ou des métastases blanches. C'est rustique, hein. Moi je suis chirurgien, donc c'est rustique ce que je raconte. C'est pas du tout ce que raconte Marc-Henri, je suis très très loin, moi je vois à l'œil. Mais on ne sait pas pourquoi. Donc déjà, il y a une espèce de diversité de leur présentation. Après, il y a aussi des diversités pathologiques. Elles n'ont pas forcément la même structure. Il y en a qui sont bien en boule, bien organisées, puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus infiltratives. Donc, et bien, macroscopiquement, c'est pas pareil. C'est très important ce que tu dis là, parce que ça peut paraître, on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, en disant c'est un peu basique, ça de dire que c'est la couleur et la forme. Et en fait, non. Ce que vous voyez là aujourd'hui, c'est extrêmement rare, même en cancérologie, même en 2023. En fait, des médecins qui connaissent la recherche et des chercheurs qui viennent écouter des topos de médecins pour comprendre la maladie, c'est rarissime. Dans des pathologies beaucoup plus fréquentes, je peux vous dire que j'ai côtoyé des chercheurs qui disent travailler sur le cancer du sein, qui ne savent pas comment on traite un cancer du sein, qui n'ont jamais entendu parler du traitement, qui n'ont jamais rencontré un patient. Et il y a une vraie culture ici, une vraie infusion finalement entre les deux mondes, parce que les termes qu'a utilisé Pascal ne sont pas anodins, c'est des vrais termes de recherche qui génèrent des questions de recherche, en particulier du côté de chez Sergio. Et il y a probablement de la recherche derrière. L'un des points
l'un des grands mystères sur lesquels on ne s'est jamais vraiment lancé, parce qu'on ne sait pas comment l'aborder, parmi les grands mystères, parce que là, Sergio est en train de penser à un autre grand mystère, mais l'un des grands mystères reste de savoir pourquoi le foie. Quelle est l'autoroute entre l'œil et le foie? Ça, c'est incroyable. Vraiment, je peux vous dire que dans le reste de la cancérologie, il n'y a rien de similaire à ça. On pourrait en discuter un jour, peut-être, des théories, des vieilles théories d'il y a 100 ans de Paget là-dessus, mais c'est passionnant. L'autre question fondamentale que se pose Sergio, c'est la dormance. Pourquoi on a traité l'œil? Pourquoi les métastases se réveillent 3, 5, 10, 15 ans, 20 ans plus tard? Pourquoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait qu'elles se réveillent à un moment? Elles se sont cachées et là elles se réveillent. Et ça, par exemple, la dormance, alors ça je peux vous dire, aucun industriel financera jamais une question sur la dormance. Et c'est tellement haut risque que même en académique, pas facile à financer. Donc en gros, les astuces que l'on a nous, c'est qu'on essaie d'obtenir des gros financements sur des questions entre guillemets faciles. Et on triche, et ce financement-là, on l'oriente sur des questions haut risque, comme la dormance. Donc, ça fait quelques années que la dormance, c'est une question où Sergio essaie de grappiller par-ci, par-là pour se poser la question. Mais vous ne le répétez pas. Hein, vous ne le répétez pas, mais ça sera... La réalité, c'est que toutes les équipes de recherche qui obtiennent des financements font tout ça. Elles financent des trucs haut risque, et quand ça marche, c'est là qu'elles basculent sur d'autres choses. Je ne sais plus à quoi je répondais quand je disais ça. Pardon, excuse-moi, oui. Donc oui, la biologie, alors voilà, il y a des choses très compliquées probablement de biologie, ça va être un peu long d'expliquer, je commence à prendre du retard là-dessus, et il y a des choses très, très cliniques en fait, par exemple le temps à la rechute, quand c'est une rechute qui est précoce, c'est quand même plus difficile à traiter, elles ont tendance à évoluer plus vite que des rechutes plus tardives, et la question par contre derrière, la bascule, c'est d'aller voir les chercheurs en disant pourquoi est-ce que ce patient-là a rechuté tardivement, pourquoi ce patient-là a rechuté précocement. C'est un vrai sujet de recherche pour nous. La relation entre clinique et recherche est-elle systématique ou au cas par cas? Le mélanome uvéal, c'est un bon exemple, même à Curie, de cette question-là. C'est un peu des deux, mais pour le mélanome uvéal, c'est très particulier parce qu'il y a encore une fois un gros mélange entre les chercheurs et les cliniciens. Il faut que ça soit un peu des deux. Il faut que ça soit du systématique et du cas par cas. Du systématique, c'est qu'il faut que ça soit simple pour les ophtalmos, pour les oncologues médicaux, pour les chirurgiens. Il faut que ça soit simple. Tous les patients sont dans l'étude Salomé, par exemple. Tous les patients sont dans l'étude CT-DNA-R0, si vous avez participé à ça. On ne se pose pas de questions. On accumule les consentements. Les échantillons sont stockés dans le frigo de Francesca et Olivier. Et on se posera les questions plus tard. Et en même temps, il faut être suffisamment ouvert d'esprit pour, devant un cas, ce que disait Marc-Henri tout à l'heure, un patient ou une patiente qui a une réponse exceptionnelle à un médicament, s'arrêter et discuter avec le patient, vérifier que les consentements sont bien à jour et partir, se réunir tous ensemble pour comprendre ce dossier-là, comprendre ce patient-là. Et comme cet exemple exceptionnel, que ça puisse ensuite se répercuter, ça a eu des répercussions sur des centaines de patients, parce que ça a complètement changé notre stratégie maintenant pour le traitement. Donc ça, c'est vraiment passionnant aussi. Il y a les deux. En fait, il faut être systématique, il faut être au cas par cas. Les pouvoirs publics financent ce type de recherche. Alors, un peu. Il y a des appels à projets. On a un petit bonus en termes de notes, habituellement, quand on s'attaque à une tumeur rare avec peu de traitement. Ça nous apporte un petit bonus, comme il y a un petit bonus si on fait de la pédiatrie, par exemple. Mais le problème, c'est l'enveloppe globale qui reste encore très limitée, que ce soit intrinsèquement limitée ou même dans l'absolu, et même relativement aux autres pays européens, parce qu'on voit bien l'Allemagne qui a fait exploser son budget de recherche, mais nous, on stagne un peu. On stagne même, franchement, en fait, c'est plutôt tendance à diminuer globalement. Oui, il y a une question, nous, Marc. Oui, juste une question au niveau national. Moi, par exemple, j'ai été traitée à Lyon. Comment vous harmonisez avec les femmes? C'est pour les gens, ça. Oui, bonjour. J'ai une question par rapport à comment vous harmonisez au niveau national, parce que Curie, vous traitez plutôt les personnes qui sont soignées dans le nord de la France, si j'ai bien compris. Comment vous faites avec tous les autres qui sont un peu plus au sud et avec les médecins du coup qui soignent les patients du sud? On couvre beaucoup parce qu'on a à peu près 3/4 du recrutement national. Il y a un réseau d'ophtalmos, Mélaconat, qui marche bien, avec des ophtalmos dans toute la France qui globalement savent que quand il y a un cancer, ce qui est très rare même pour eux dans leur carrière, ils savent vers qui orienter, ça remonte très vite en fait à l'Institut. Quand les patients ont des métastases, c'est plus récent qu'on se structure avec un réseau en fait qu'on se crée nous avec le docteur Piperno, c'est-à-dire qu'on a des collègues dans toute la France
avec qui on travaille bien. Donc typiquement Lyon, c'est Eve-Marie Nédart, que j'ai eu encore au téléphone il y a 10 jours, et j'avais une réunion avec elle lundi encore. Donc Eve-Marie fait partie des gens avec qui on travaille extrêmement bien. J'ai échangé quelques patients d'ailleurs avec elle. C'est des histoires d'amitié comme ça, mais c'est pas structuré encore suffisamment bien. On en parlait encore hier soir avec le docteur Piperno, qu'il fallait peut-être mieux structurer encore. Mais Eve-Marie est au courant de nos essais cliniques, on est au courant de ce qui se passe chez elle, par exemple. Je pourrais vous citer les gens qui sont à Lyon, en Bretagne, à Lille, enfin, dans chaque petit recoin de la France, j'ai à peu près partout un ami qui travaille sur cette pathologie. Et dans quelle mesure, peut-être la dernière question, parce que dans quelle mesure les industriels peuvent être intéressés par cette population, car c'est rare, versus cancer du sein. Alors, le cancer du sein, c'est pas forcément si facile, hein, effectivement, c'est 100 fois plus fréquent que le mélanome de l'œil à peu près. Mais il y a beaucoup de médicaments sur le marché, il y a une très grosse compétition pour entrer sur le marché du cancer du sein, pour parler en des termes financiers, et c'est très dur d'être meilleur que le comparateur, c'est-à-dire quand un nouveau médicament arrive dans le cancer du sein, être meilleur que ce qui se fait actuellement, c'est très difficile. Donc ça demande beaucoup de patients dans un essai clinique, ça demande un très gros investissement. Donc oui, quand le médicament marche extrêmement bien, les industriels y vont, mais ils peuvent se casser les dents, hein, quand même dans cette pathologie-là. Dans le mélanome de l'œil, quand jusqu'à relativement récemment les médicaments ne marchaient pas très bien, il suffisait d'avoir beaucoup moins de patients pour avoir un signal positif d'efficacité, c'est-à-dire au lieu d'être à plusieurs centaines de patients pour un essai clinique classique, quelques dizaines suffisent pour voir un signal d'efficacité quand on est dans cette pathologie-là. Donc ça intéresse les industriels, c'est comme ça qu'on le vend aux industriels, parce que c'est de la relation commerciale quand on discute avec les industriels. On leur dit, venez dans cette pathologie, vous aurez besoin de 10 fois moins de patients, donc l'essai clinique coûtera 10 fois moins. Pour vous donner un ordre de grandeur, un essai clinique, c'est entre 10 et 20 000 euros par patient. Donc un essai clinique à 50 patients, on est autour de 500 à 1 million, 500 000 à 1 million pour vous donner un ordre d'idée en fonction de la molécule, en fonction du suivi. Et il y a un bonus pour les tumeurs rares, pour les pathologies rares, que ce soit au niveau européen comme au niveau américain. Le brevet dure 5 ans de plus, comme pour la pédiatrie. Donc ils ont un intérêt à obtenir une entrée sur le marché par la voie de la pathologie rare, parce que comme ça, ils ont un brevet plus long. Et après, ils peuvent se développer dans les pathologies plus fréquentes. Typiquement, le tebentafus dont on parlera, ils sont dans le mélanome uvéal en premier, pas que pour des questions de biologie. C'est parce que derrière, ils peuvent se développer dans le mélanome cutané maintenant. Ils sont plus tranquilles, ils ont obtenu une mise sur le marché. Et alors, un mot, une dernière question comme ça. Pouvez-vous dire quelques mots sur les derniers résultats d'analyse génomique et transcriptomique des mélanomes uvéaux? Non, je rigole parce que ce n'est pas une question facile. Qu'est-ce que tu as de neuf, Marc-Henri, à dire? Par rapport à l'année dernière, peut-être. Je ne sais pas si c'était l'année dernière que tu avais fait un topo. Qu'est-ce qu'on aurait eu de neuf depuis un an? Il y a eu beaucoup de travaux là, sur la génétique, plutôt. Sur essayer de comprendre pourquoi ça tombe sur quelqu'un et pas sur quelqu'un d'autre. En génomique, transcriptomique, on n'a pas beaucoup avancé depuis un an, ça n'a pas été un gros sujet de recherche, mais en génétique, peut-être si tu veux dire un petit mot, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot sur ce que tu essaies de développer ou pas. Et après, comme ça, je passerai à ma présentation. Donc, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'on a pu identifier des facteurs de risque, c'est-à-dire comment notre patrimoine génétique prédispose à la maladie. Donc, c'est un début d'explication, c'est pas du tout déterministe, c'est-à-dire on ne va pas pouvoir dire qui va développer la maladie ou qui ne va pas la développer, mais on va pouvoir identifier des facteurs de risque. Et pour la première fois, et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, on va pouvoir identifier des facteurs de risque pour les tumeurs de bon pronostic, avec un faible risque de rechute, et pour des tumeurs de mauvais pronostic. Ça veut dire que d'une certaine façon, on a l'impression que le type de tumeur est prédéterminé par le patrimoine génétique. C'est intéressant parce qu'on n'a aucune explication pour ça. On est dans l'inconnu complet, donc l'orientation de la recherche, ça va être essayer de comprendre ces données génétiques qui sont assez bouleversantes pour nous. Merci.
Je vais faire une dernière question finalement, et après il y aura la pause. On va faire une petite pause, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'une grosse pause là tout de suite. Et de toute façon, c'est moi après, donc je me censure moi-même. Les patients, c'est parce que ça permet de parler d'autre chose, les patients suivis en province par les CHU ou les CHR sont-ils également, entre guillemets, utilisés pour la recherche? Honnêtement, non. Ou très très peu. C'est très compliqué parce que, encore une fois, il y a une législation, et il y a des questions de consentement qui peuvent être très complexes. Alors on connaît bien les questions de consentement ici, donc on sait comment naviguer pour être légal, mais en même temps pouvoir ouvrir le plus possible la recherche, mais il nous faut quand même des consentements, il faut l'accès aux prélèvements, et ça demande une certaine énergie pour aller chercher ces prélèvements-là. Quand on est ici, tous les prélèvements sont dans nos frigos et tous les consentements sont sur le même logiciel, en une journée, on a fait toutes nos demandes d'échantillons, et après on n'a plus qu'à attendre, ça va arriver. Quand il y a un patient dans un CHU, l'énergie d'aller chercher les échantillons, d'aller chercher les données, de se déplacer, d'envoyer un assistant de recherche clinique par exemple pour saisir les données pour tout ça, c'est plusieurs jours pour un patient, c'est entre guillemets pas assez rentable pour qu'on puisse exploiter cela. En termes de recherche, là, plus fondamentale, plus d'échantillons. En termes de recherche clinique, par contre, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un réseau pour que les médecins des CHU, des CHR puissent nous contacter régulièrement quand il y a une maladie qui résiste, pour qu'on puisse dire s'il y a un essai clinique près de chez eux ou chez nous, pour participer à la recherche clinique cette fois-ci. Et ça me permettait aussi de citer justement un des exemples de comment ce à quoi servent les dons. C'est typiquement, on a Agathe qui est là, qui est assistante de recherche clinique, qui est dans la salle, et qu'on a financé sur un don en fait de familles de patients. Parce que quand vous dites on a besoin d'un assistant de recherche clinique qui va pouvoir aller récupérer toutes les données de tous les patients, et c'est quelques résultats que je vais vous montrer tout à l'heure, traités par tel ou tel traitement, pour essayer de comprendre mieux pourquoi ça a marché chez eux et pas chez d'autres, c'est trop haut risque pour réussir à obtenir un financement pour payer quelqu'un. Et donc il faut amorcer la chose. Avec Agathe, avec ce financement, on a pu employer Agathe pendant un temps. Maintenant, on va pouvoir relayer sur une autre donation. En l'occurrence, probablement c'est une donation de mutuelle qui aide la recherche pour le myélome de l'œil. Et donc, c'est typiquement ce genre de financement-là pour aller chercher toutes ces données-là, tout ce temps qu'on passe pour récupérer parfois un échantillon précieux, qui est le genre de choses qui n'est pas financé habituellement.